Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous allons maintenant attaquer la description des molécules. Alors, avec les molécules, on montre d'un cran dans le niveau de complexité. Nous l'avons vu avec les atomes, ce n'est déjà pas si simple, c'est même parfois très complexe, et on doit employer diverses techniques d'approximation pour obtenir des résultats. Ici, avec les molécules, c'est encore pire, puisque on a des atomes et on en a même plusieurs. On a plusieurs atomes associés ensemble, et ça peut aller jusqu'à des dizaines, des centaines, ou même des milliers d'atomes, ou bien plus encore. Donc, on n'a pas toujours de solution analytique. Alors, beaucoup d'avancées ont été faites dans ce domaine qui est appelé la chimie quantique. Déjà, dès le départ, les physiciens se sont intéressés pour savoir ce que la mécanique quantique pourrait apporter pour comprendre les fonctionnements des molécules et la chimie. Et avec le développement de l'informatique, on peut maintenant faire des calculs extrêmement puissants, des calculs numériques, pour calculer les propriétés de molécules déjà relativement complexes. Par contre, au niveau purement analytique, il y a peu de choses. Mais c'est évidemment là-dessus que nous allons nous concentrer. Alors, nous verrons d'abord les systèmes les plus simples possibles, qu'on peut décrire comme des systèmes à deux états, que nous connaissons bien. Alors, c'est très simple, mais c'est déjà très instructif. Ça nous apprendra déjà pas mal de choses sur les molécules. Puis, on verra les grands principes, les manières de faire pour aborder les cas beaucoup plus complexes. Et enfin, on verra de manière plus qualitative l'ensemble des molécules, des liaisons, donc là, avec un point de vue de chimiste. Alors, pour les systèmes à deux états, c'est quelque chose que nous connaissons bien. On a des systèmes qui peuvent avoir deux états de base, et il existe deux états stationnaires, c'est-à-dire d'énergie bien définie, qui ne varient pas dans le temps, en dehors de l'oscillation de la phase, et que l'on note généralement 1 et 2 en chiffres romains. À côté de ça, ces états au départ en général ne sont pas connus, et donc on va partir de deux états que l'on peut décrire sur base d'informations physiques du système. Des états qu'on va généralement noter 1 et 2 en chiffres arabes, 1 et 2, et qui ne sont pas des états stationnaires. Alors, un état psi quelconque peut se développer sur la base. Donc, psi est égal à 1 fois l'amplitude 1 psi, plus 2 psi. Et on le note, c'est la notation que nous avions déjà utilisée, C1 pour cette amplitude-là, fois 1, plus C2 fois 2. Une notation habituelle. Et les amplitudes ici obéissent à l'équation de Schrödinger, IH bar, variation au cours du temps de CI, est égale à la somme sur J des HIJ, CJ. HIJ étant la matrice hamiltonienne. Pour les états stationnaires, on ne se préoccupe pas de la variation de phase, donc on va écrire psi 1 ou 2 est égal à un état qui ne varie pas au cours du temps, qui ne dépend pas du temps, 1 ou 2, fois l'exponentielle, l'oscillation de la phase, qui est donc moins IE, 1 ou 2, l'énergie, fois le temps divisé par h bar. Et donc, l'énergie des deux états sont E1 et E2. On peut calculer les énergies E1 et E2 en utilisant la matrice hamiltonienne. Et je vous donne la formule générale. Les énergies 1 et 2 sont égales à H11 plus H22 divisé par 2, plus ou moins, donc pour les deux états 1 et 2, c'est plus ou moins,
racine carrée de H11 moins H22 divisé par 2 au carré, plus H12 fois H21. C'est une formule tout à fait générale. En fait, cette formule donne les valeurs propres de la matrice hamiltonienne, une matrice 2 fois 2 ici, puisqu'il y a deux états de base. Un état stationnaire va s'écrire comme A1 fois l'état de base 1 plus A2 fois l'état de base 2. Pour 2, on prend simplement A1', pardon. Pour 2, on prend simplement A1' et A2', avec les contraintes que A1 carré plus A2 carré est égal à 1. C'est la normalisation, on doit avoir le même pour A'. Et A1 sur A2 est égal à H12 sur E1 EI moins H et une équation analogue pour les A'. Un cas relativement fréquent que nous avons déjà rencontré, c'est celui où H11 et H22 sont égaux et où on les note collectivement E0, une énergie de base, et où H12 égale H21 est égal à moins A étant une amplitude. Et dans ce cas-là, en appliquant les formules, on obtient que I et E1 et E2 est égal à E0 plus ou moins A. Et dans ce cas-là, les états 1 ou 2 sont égales à 1 sur racine de 2, ça c'est pour la normalisation, 1 moins ou plus, selon que c'est 1 ou 2, l'état de base 2. Voilà, donc ça c'est pour la méthode générale pour les systèmes à deux états que nous connaissons. Alors, appliquons ça à un cas simple. Alors, c'est le cas qu'on va prendre pour commencer, c'est l'ion hydrogène. Alors, on a une molécule, donc l'ion hydrogène se note H2+. Donc c'est une molécule formée de deux protons séparés, deux hydrogènes, mais un seul électron. Plus. Et on veut décrire ce système-là. Alors quels états de base prendre? Eh bien, l'électron peut très bien se trouver au voisinage du premier proton, dans l'état de base par exemple, l'autre proton étant plus loin, et ceci c'est l'état de base de la molécule d'hydrogène, appelons cet état 1. Mais l'électron peut aussi se trouver autour de l'autre proton, auquel cas on va appeler cet état 2. Évidemment, la situation réelle est plus compliquée. Donc ça, c'est une grosse approximation. La situation réelle est plus compliquée parce que on imagine bien que lorsqu'un proton est dans le voisinage, ça doit modifier les états de l'électron. De plus, les électrons peuvent être dans divers états excités. Donc il peut y avoir beaucoup d'états de base. Ici, nous prenons une approximation simple et qui s'avère en fait relativement bonne, où l'électron est dans l'état de base autour de l'un ou l'autre proton. Alors, l'énergie d'ionisation d'un électron est de 13,6 électronvolts, ce qui est relativement important. Cette quantité est d'ailleurs appelée un Rydberg. Et pour que l'électron passe d'un atome à l'autre, il faudrait pour bien faire arracher l'électron et puis le remettre sur l'autre. Ce qui coûte pas mal d'énergie.
Évidemment, l'énergie est restituée quand on le lie à l'autre atome, quand il se lie à l'autre proton. Mais, même sans fournir cette énergie, cette transformation peut se produire par effet tunnel. L'électron peut très bien basculer à une certaine amplitude, une certaine probabilité de basculer d'un atome à l'autre. Amplitude que nous notons A. Alors, on obtient donc pour les deux états E0 plus A et E0 moins A. Mais l'amplitude A, là, doit dépendre de la distance. C'est l'épaisseur de la barrière pour l'effet tunnel. Si les deux protons sont très éloignés, l'électron va avoir beaucoup de mal à traverser par effet tunnel la grande distance qui sépare les deux protons. Si au contraire, les deux protons sont très proches, alors l'électron pourra sauter beaucoup plus facilement d'un proton à l'autre. Donc, quand la distance, notons la R ici, diminue, ça veut dire que l'amplitude A augmente. Et donc, EI, qui est égal à E0 plus A, l'énergie de l'état 1, l'état stationnaire 1, doit augmenter. Et ça se traduit par une force. Une force, donc une variation d'énergie avec à la position, c'est de la mécanique classique de ce stade-ci, qui est vrai aussi en mécanique quantique. La variation de l'énergie avec la position implique l'existence de force. Et si l'énergie augmente au fur et à mesure qu'on rapproche les deux protons, cela correspond à une force répulsive qui tend à écarter les deux protons. À l'inverse, l'état 2 est égal à E0 moins A, et donc l'énergie des deux protons, l'énergie de l'état E2, diminue quand les deux protons s'approchent. Ça correspond, cette fois-ci, à une force attractive. Et donc, à ce moment-là, avec l'état 2, il peut se former une liaison. Nous avons donc là une explication quantique au fait que les deux protons vont se lier à l'aide de cet électron. Et donc, qui permet la liaison des atomes dans une molécule. Ici, un ion tout simple. L'énergie des deux états, on a E0 ici, E1 va donc, en fonction de la distance, bien sûr, E1 varie donc comme ceci, et E2 comme ceci. On a quand même un souci, parce qu'en principe, l'énergie E2 diminue indéfiniment, jusqu'à 0. Et donc, jusqu'à ce que les deux protons soient l'un sur l'autre. Clairement, c'est pas le cas. On aurait alors une réaction nucléaire. Nos hydrogènes deviendraient de l'hélium. Mais c'est parce qu'on a oublié quelque chose dont on n'a pas tenu compte. C'est le fait que les protons eux-mêmes se repoussent. Il y a une force électrostatique entre les deux protons de charge positive qui font qu'ils se repoussent. Lorsque les deux protons sont loin, l'électron est autour, disons, du deuxième atome. Le proton qui est là, globalement, à grande distance, il voit une particule neutre, sans charge électrique. Donc il attraque un effet électrostatique quasiment nul. À l'inverse, quand les deux protons vont être très près, chaque proton va voir l'autre proton juste devant lui, il y a une forte répulsion électrostatique qui va exister. Donc il y a une énergie électrostatique qu'il faut ajouter, et qu'on peut ajouter à E0. Dans ce cas-là, E0 prend une forme comme ceci, croissante au fur et à mesure que la distance diminue. Ce qu'on obtient en définitive, en faisant ici, je donne le résultat d'un calcul plus précis qui permet de calculer la valeur de A et de E0. Si on mesure la distance R en angstrom, 1, 2, 3, 4 angstroms de distance
entre les deux protons. Et si on note ici la différence d'énergie par rapport à E0 divisé par E0, on a ici 0 pour une énergie nulle, une variation nulle, et ici je vais noter moins 0,2. On obtient alors, pour l'état E1, une courbe comme celle-là. Pas de surprise, ça n'a pas changé, les deux protons se repoussent. Il n'y a pas d'état lié. Par contre, pour l'état 2, on obtient une diminution et puis une augmentation. La diminution, quand les deux protons sont loin, c'est ça. Et quand ils sont proches, c'est la répulsion électrostatique entre les deux protons qui jouent, qui empêchent de trop les rapprocher. Et on a un minimum, à environ 1 angstrom, c'est la formation là d'un état lié. Donc une molécule ionique ici, où les deux protons restent à une distance stable. Ceci est l'état de base. Alors évidemment, il y aura des états excités avec des vibrations des atomes, mais ça, nous y reviendrons, nous en reparlerons. On peut aussi essayer de donner une explication, on va dire, un peu avec les mains. Lorsque l'électron est autour du proton, il a une position qui est en fait étalée, à cause du principe d'incertitude. Il n'est pas en un point donné, il est tout étalé autour de l'électron, c'est les orbitales. S'il y a un autre proton qui est tout près, alors l'électron a une certaine chance d'être près de ce proton. Ce qui fait que son énergie va diminuer puisqu'il est attiré par ce proton. Et dans l'état 2, l'électron est distribué autour des deux protons, c'est la somme des deux états, 1 et 2, ce qui diminue ainsi l'énergie de l'ensemble. On pourrait dire, tiens, pour l'état 1, on devrait avoir la même chose. Mais non, parce que l'état 1, c'est la différence des deux états. Ce qui veut dire que, c'est totalement symétrique. Les deux protons sont identiques. Et donc, 1 moins 2, ça veut dire qu'au milieu, pour l'état 1, au milieu, il n'y a aucune chance de trouver l'électron. Probabilité nulle. Dans l'état 1, l'électron va donc être relativement confiné autour de chaque proton. Et si vous confinez un électron dans une petite zone, à nouveau principe d'incertitude, l'énergie, elle, est alors beaucoup plus grande. Voilà une explication un peu avec les mains de ces comportements. Alors que se passe-t-il si on a d'autres atomes que l'hydrogène? Deux atomes différents. Ah oui, petit détail, une telle liaison avec un électron qui est partagé est appelée par les chimistes une liaison à un électron. C'est pas le cas le plus fréquent d'ailleurs. Alors, supposons maintenant, donc, qu'on a autre chose que d'hydrogène. Deux autres atomes, et, avec un électron à mettre en partage. Si les deux atomes sont totalement différents, alors H11 et H22 n'ont pas de raison d'être identiques. Si on mène alors les calculs, ça je vous en fais grâce, en partant de cette formule-là, pour calculer la différence d'énergie entre les états 1 et 2. En tenant compte du fait que H11 et H22 ont des valeurs différentes. Ce qu'on constate, c'est que cette différence est alors du type HA, comme ici, mais divisé par H11 moins H22. Et plus les atomes seront différents, plus les énergies propres, donc les E0 de chaque atome, les énergies d'ionisation de chaque atome seront différentes, plus cette différence sera grande, et plus ce terme sera petit. Et donc la différence d'énergie sera petite. Et donc, pour des atomes très différents, la liaison est beaucoup plus faible.
elle est plus forte dans un cas comme un ion d'hydrogène. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un cas très proche. Nous regarderons le cas de la molécule d'hydrogène, donc plus du tout ionisée. Je vous remercie.